N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, c'est la phrase centrale, essentielle de Primo Levi dans ce poème qu'il met en exergue de Si c'est un homme. Cette vérité pour beaucoup devrait devenir une évidence pour chacun. Et c'est bien évidemment le cœur, le point de départ de notre projet que l'on a mené avec la Fondation. Le fil de la mémoire est ténu, la trame est fragile et notre devoir de tisser et retisser ce canevas du souvenir est une nécessité dont chacun doit se sentir investi. Il nous faut garder évidemment vivante la mémoire de ceux qui ont vécu la Shoah, parce qu'on doit savoir d'où l'on vient. On doit s'appuyer sur le passé et l'histoire pour construire l'avenir. Et l'avenir, ce sont ces élèves de 3e, ces adolescents de 2018 qui nous ont été confiés, que l'on doit faire grandir et qui auront un jour la charge, le devoir, de transmettre cette mémoire vivante qui leur a été donnée, offerte, quand tous les témoins de cette catastrophe auront disparu. C'est donc une chance immense, une expérience extraordinaire. Un merci à Nadia, Yvette, Esther, Rosette, Robert, Bella, Esther, Sarah, Alain et Georges pour leur force de vie, leur sourire et leur foi inaltérable en l'homme. Un grand merci aussi à la Fondation et à Sylvaine, sans qui ce projet n'aurait pu aboutir. Et puis, évidemment, un grand merci aussi aux élèves qui ont su accueillir la parole qui leur était offerte. Donc dès l'instant où c'était la police française qui nous convoquait pour le recensement, tout le monde y a été se faire recenser. Alors ce recensement, c'était de dire où on habitait, combien de personnes habitaient le logement, les biens que nous possédions. Et tout ça était donc organisé dans les commissariats de police. Et sur les papiers d'identité, ils mettaient un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. On a reçu une convocation à la maison, ce qu'on appelait la rafle du billet vert, pour 2 de mes frères, pour se présenter au commissariat de police pour affaires de famille. Affaires de famille, les 2 frères se sont présentés et malheureusement ils ont été arrêtés immédiatement. Ça a été la première rafle des juifs étrangers. Et là ils avaient ouvert 2 camps d'internement, un à Pithiviers et l'autre à Bonne-Hollande qui se trouvait dans le Loiret à côté d'Orléans. D'ailleurs le transport où étaient mes 2 frères portait déjà le numéro 4. Il y avait déjà eu 3 autres transports qui étaient déjà partis. Elle a été déportée sans retour. Les enfants n'ont pas été déportés parce que on a souvent dit que les personnes qui avaient une concierge dans leur immeuble ont souvent été dénoncées par leur concierge. Et bien, ces 2 enfants-là, ils n'ont pas été dénoncés par leur concierge, mais sauvés. Quand les agents de police sont venus pour les arrêter, ils ont pris la mère. La concierge a dit « Il y a 2 enfants, mais moi je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne sais pas qui c'est. » Ils étaient chez elle. Elle les a gardés, donc elle leur a sauvé la vie. Et après, elle a trouvé une famille qui les a gardés en région parisienne, à Livry-Gargan. Et après, une famille américaine qui ne pouvait pas avoir d'enfants après la guerre, les a pris et les a élevés. Au lieu de vivre 82 ans, s'il n'y avait pas eu les fricaires, il aurait vécu 7 ans en tout. Évidemment que je suis très triste que mon frère soit plus de ce monde, mais en même temps, j'ai une reconnaissance envers les fricaires, une reconnaissance infinie. Parce que, il n'y a même pas de merci, c'est trop faible le mot merci. Et là, quelqu'un est venu me chercher et on m'a emmené dans une maison d'enfants juifs dont les parents avaient été déportés dans les camps de concentration. J'allais voir les médecins là-bas dans la ville de Toulouse et un jour ça s'est vraiment aggravé. Et on m'a dit qu'il fallait que je me fasse hospitaliser, mais différemment, mais que l'hôpital qui pouvait faire ça était à Paris. Je suis arrivé à Paris, j'ai pris le métro, ça m'avait bouleversé parce que je ne connaissais pas tout ça. Et en pleine nuit, on m'a emmené dans cette maison d'enfants. Le lendemain matin, j'ai vu il y avait une vingtaine d'enfants autour de moi.
On dormait tous sur des lits de camp. Ça m'a fait tout drôle parce que je ne peux pas trop expliquer ça, mais d'avoir quitté plusieurs fois plusieurs endroits, j'avais aucun repère. Par un coup de chance incroyable, un des agents a dit à mon mari, écoute petit, la porte est ouverte, va-t'en et ne reviens pas. Et tout le convoi, c'était le convoi 29, a été gazé en arrivant à Auschwitz. Femmes, enfants, vieillards, malades, pas malades, ils ont tous été gazés. Lorsqu'on raflait les gens, surtout au moment de toutes les rafles, il y a eu pas mal, par exemple, des gens qui profitaient que les pauvres s'en allaient dans les camps. Eh bien, on leur reprenait tout ce qu'il y avait dans les maisons. Les gens montaient, les concierges montaient dans les étages pour essayer de prendre le maximum de choses, quoi. Donc mon père est venu, il travaillait parce que il y a eu beaucoup comme ça de juifs qui sont venus. Parce qu'en Pologne c'était difficile, il y avait des pogroms. Vous savez ce que c'est un pogrom? C'est-à-dire que dans les villages, parfois, il y avait des gens qui tuaient les juifs, quoi. Donc ils sont venus en France, le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme. Donc, alors mon père est venu d'abord, et puis ma mère est venue ensuite. Et ils se sont mariés en 1933. On a vécu avec des faux papiers. Mon frère, la nuit, quand il était avec ma mère, il n'a pas dit maman, il a dit Jo Fineni, parce que ma mère a dit pour la famille catholique, c'est pas mon fils, c'était le fils de mon frère. L'enfant était obligé de mentir pour cacher son identité. 6 ans. Je me souviens que c'était la plus grande souffrance pour moi, c'était le manque de l'eau, est-ce que la peur que la maison sera bombardée, on ne pouvait plus rentrer, notre maison était bombardée. Donc je n'ai pas de souvenir de l'enfance heureuse, que de souffrance. J'étais tellement jalouse de mes sœurs. Ma sœur et mon frère, ils ont eu l'étoile jaune et moi je n'avais pas, que j'ai décousu l'étoile et je voulais mettre sur moi. Pour moi c'était une décoration, c'était ça mon enfant, pour une petite gosse. Je la trouvais très très jolie, c'est pas... Mais bien sûr, ça ne remplaçait pas un père et une mère, mais on a eu beaucoup, notre grand-mère nous a beaucoup fait autant qu'elle pouvait pour bien s'occuper des enfants de sa fille, quoi. Elle n'était pas destinée à ça, a priori, avant-guerre, mais elle s'est acquittée de cette tâche de façon assez formidable. Mon père, c'est René Hirschler. René, et il sort 7 ans après du séminaire israélite de France avec le diplôme, le titre de rabbin, et il est nommé à Mulhouse. À Mulhouse, à 23 ans, paraît-il, ça a été le plus jeune à l'époque rabbin de France. Il fait la connaissance de ma mère Simone Lévy, donc, qui était la fille de Paul Lévy dont je viens de parler, qui était née à Mulhouse et qui était née en novembre 1911. Ensemble, ils fondent une revue En Avant. C'était une revue qui parlait pas seulement de religion, de philosophie, de musique, d'art. Et dans cette revue, ma mère écrivait des contes c'était à suivre. Ça paraissait tous les 15 jours ou tous les mois, la revue En Avant de Mulhouse pour le Haut-Rhin. Elle bénéficiait d'un régime de faveur. Et au lieu d'être déportée, comme la plupart, hélas, à Auschwitz, elle bénéficiait d'un régime de faveur d'être parquée dans le camp d'internement de Vittel, où justement étaient réunis tous les sujets britanniques. Là, c'était pas le Pérou, mais enfin bon,
Elle recevait, c'était nettement moins dur. D'abord, elle avait l'assurance de rester en vie. Elle recevait des colis de la Croix-Rouge. Bon, et ça, ce qui lui a permis de rester en vie jusqu'à la fin de la guerre. Par contre, sur son passeport, il y avait 2 enfants nés à Paris, français, moi et mon frère. Donc, a priori, déportables. Il n'y avait pas aucun régime de faveur. Donc, on a été obligé de se cacher, de se terrer dans les caves, partout. Les hommes sont partis se cacher, mais les femmes, elles ne pouvaient pas imaginer qu'on arrête des femmes et des enfants. Donc, quand les policiers ont eu les listes, ils n'ont pas regardé et on les a arrêtés, elles également, sauf les enfants de moins de 6 ans qu'on n'avait pas pris à l'époque. Et puis, on n'avait pas non plus arrêté ceux qui étaient français de moins de 16 ans. On s'est donc retrouvés à récupérer tous ces enfants qu'on a ramenés dans une institution. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paris, derrière le Sacré-Cœur. C'était un très grand bâtiment. On y a emmené tous les enfants. Il y en avait des petits, des moyens, des grands. Puis vous savez comment c'est quand il y a beaucoup d'enfants. La contamination se fait très très vite. Et il a fallu aussi penser qu'il fallait les protéger et les mettre en sécurité. Donc on a eu des responsables qui ont fait des faux papiers et on a eu des mains tendues qui nous ont apporté de l'aide, dont une cheftaine qui était sans confession, laïque, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, qui était assistante sociale à la préfecture de police et qui a été une des premières à nous tendre la main, c'est-à-dire de récupérer les enfants et de les mettre en sécurité avec des faux papiers. Et on achetait donc les cartes vierges avec des timbres fiscaux et on montait au commissariat, les montrait, et c'est le commissariat qui les remplissait, qui mettait les renseignements, le signalement. Donc ça a été la première des choses qu'on a fait, et de faire mettre les enfants en sécurité et de les emmener en zone libre. Je suis partie toute seule en train avec mon frère. Et j'avais les papiers de la carte d'alimentation d'une amie qui n'était pas juive, bien sûr, qui s'appelait Michel Collin. Et les Allemands sont passés, j'aurais montré ma carte, ils nous ont laissé passer. Et je suis arrivée à Lyon sans encombre, par le train. Vous savez, j'avais 12 ans, mon frère avait 6 ans. Bon, ils n'ont pas fait attention. Oui. Quand mon papa était à Beaune-la-Rolande, je suis restée quand même presque 1 an dans une ferme à côté. Je voyais mon père. Il sortait de Beaune-la-Rolande, il venait me voir. Là, au début accompagné d'un gendarme et après tout seul, mais il n'a jamais voulu s'évader parce qu'il avait peur qu'il y ait des représailles sur ma mère et sur nous. J'étais dans une ferme et j'ai passé mon certificat d'études là-bas. Vous voyez, moi, ça faisait déjà 16 mois que j'étais à Birkenau, alors qu'on nous avait dit que l'espérance de vie était de quelques semaines ou de quelques mois. Alors, vous savez, quand on me demande comment j'ai fait pour survivre, je dis, c'est peut-être un facteur chance, c'est peut-être parce que j'étais jeune, peut-être parce que j'étais inconsciente, que je ne me rendais pas compte, enfin bref, je ne sais pas pourquoi. Quand on me pose la question, je ne sais pas quoi répondre. Alors, 17 janvier 1945, marche de la mort du camp d'Auschwitz jusqu'à Bergen-Belsen. Lorsqu'en début de matinée, des milliers de déportés sont rassemblés sur la place d'Appel, une température glaciale, moins 15, et un seul enneigé, une cruelle caprice de la météo, nous fait revivre l'hiver le plus rude depuis 1942. Depuis 1 heure environ, des dizaines de capots courent dans tous les sens, d'un bloc à l'autre, avec sifflets et matraques pour nous pousser dehors. Nous étions autorisés à nous munir d'une couverture. La longue colonne s'ébranle vers le portail de sortie. La plupart d'entre nous se taisent. Il fait trop froid pour parler, de toute façon, que dire. Nous franchissons donc le grand portail, encadré par les SS, le fusil en bandoulière. Une cruelle et mortelle aventure commence. Nous marchons voûtés en raison du vent, et serrés les unes contre les autres. Chacune ne regarde que le 2 pieds qui le précède. Il faut rester debout et surtout ne pas tomber. La marche de la mort justifie bien son nom. La colonne qui s'étire sur probablement plusieurs kilomètres avance sous les ordres des SS qui l'encadrent. Les loges Schnell, cela se peut encore se faire, c'est seulement le premier jour. La nuit tombe vite, mais nous continuons à marcher,
dans la pénombre. Au cours de cette première journée, ni nourriture ni boisson. Nous arrivons dans un village, les SS nous poussent brutalement dans une grange, où littéralement entassés les unes sur les autres. Après quelques courtes heures de sommeil, alors que le jour n'est pas encore levé, les gardiens nous expulsent de la grange et reforment la colonne. De nombreuses camarades n'en sortiront pas, elles sont mortes dans la nuit. Le froid reste très vif, la neige est toujours présente, gelée et glissante, il faut rester debout et marcher. Je me serre contre mon amie Marie, et elle fait de même. Cela nous aide à garder notre équilibre. Depuis notre départ, nous ne sommes pas reposés les pieds ni même déchaussés une seule fois la nuit. Nous prenons bien garde de rester habillés de peur de ne pas retrouver nos vêtements le lendemain. Après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir, serrés les unes contre les autres, et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons dans le camp de Bergen-Belsen. Mais qu'importe, nous avons cessé de marcher, après nous être traînés sur une route qui n'en finissait pas. Nous sommes, Marie et moi, vivantes, mais des centaines, voire des milliers manquent à l'appel. Notre marche de la mort s'arrête ici, mais pas notre calvaire, qui continuera jusqu'à notre libération au camp de Mauthausen, le 5 mai 1945. Quand mon père est revenu, moi j'avais 12 ans, et mon frère 10 ans. On était à Bagnolet, chez les Fricaires. Et comment j'ai su que, pour ma mère, c'est que les Fricaires étaient alsaciens. Dans l'alsacien et dans le yiddish, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, qui sont les mêmes, pratiquement les mêmes. Et Marie Fricaire a dit quelque chose à mon père en alsacien que moi je ne comprenais pas. Et j'ai vu mon père qui a baissé la tête, il a baissé les yeux, des larmes ont coulé. Donc j'ai bien compris que ma mère ne reviendrait pas et les autres de ma famille non plus. Dans les autres de ma famille, il y avait des cousins de 7 ans et 15 ans. Il y avait un petit cousin qui avait 5 ans, qui a été déporté à Auschwitz. Alors, à 5 ans déporté à Auschwitz, c'est pas pour du travail, forcément pour mourir. On a beau lire et apprendre ce qui s'est passé avec les professeurs, on peut pas. C'est tout autre chose que d'avoir vu et parlé à une personne qui a vécu cette expérience. Où il est, selon moi, indispensable de transmettre la mémoire pour que les enfants sachent, et en espérant qu'ils transmettent le message aux générations à venir. On rencontre vraiment quelqu'un qui a vécu, et on ressent beaucoup plus d'émotions. Moi, j'ai trouvé ça très bien, cette rencontre avec ce témoin, parce que ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur cette période, beaucoup plus que je savais. Et surtout, il y a eu des choses très fascinantes qu'elle nous a racontées, comme quand elle a été 4 ans seule, en autonomie, vraiment. Moi, je pense pas que j'aurais su faire ça. Ou alors, incroyable, quand elles étaient sur 106 femmes, elles ont sorti plus que 2, elle et une amie. Et franchement, c'était incroyable et ça m'a fait très plaisir de cette rencontre avec elle. Le premier témoignage que moi j'entends sur une déportation, et c'était vraiment une déportation que je trouve assez dure, mais que vous avez vraiment supportée et être sortie vraiment forte. Et ça m'impressionne beaucoup et le témoignage était vraiment bon. Et ils ont formulé des questions au fur et à mesure très pertinentes qui m'ont permis d'approfondir ma propre histoire de tout petit enfant caché. Ça me permettra de compléter, en plus de mes grands-parents, avec un sujet extérieur à la famille et avoir des yeux un peu plus neufs ou même des paroles que Alain m'a racontées et que je pourrais leur retransmettre. Je pense que c'est vraiment quelque chose, on peut le répéter des milliers de fois, où ça va toujours nous choquer. C'était vraiment très émouvant. Et on a pu vraiment se mettre dans la peau d'un témoin, parce que on a pu
s'imaginer sa vie chronologiquement et se dire à quel point ça a dû être difficile de vivre au temps de la Seconde Guerre mondiale. J'ai pu comprendre aussi encore plus la douleur qu'éprouvaient par exemple les enfants qui avaient perdu leurs parents. Voilà, ça m'a fait plaisir et je pense que elles aussi, elles ont posé plein de bonnes questions, elles étaient très intéressées par mon parcours et par voilà, tout ce que j'avais fait. Bon, donc c'était très très bien. J'ai beaucoup appris sur la Shoah et sur la Deuxième Guerre mondiale et j'ai beaucoup aimé pouvoir parler avec vous et pouvoir entendre votre histoire, voilà. Et j'aimerais bien pouvoir raconter ça à mes enfants plus tard, quand je suis plus vieille, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé cette expérience de pouvoir entendre un témoin parce que c'est pas tous les jours qu'on entend quelqu'un qui raconte sa propre histoire et ce qui s'est passé. Pour moi c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut pas oublier parce que ce sont des persécutions qui ont réellement eu lieu et qui ont été horribles et pour moi il faut pas les oublier, il faut les transmettre aux générations futures. Je trouve que cette façon de travailler, c'est un vrai travail de mémoire et c'est d'une importance capitale pour moi. Parce que bon, je n'ai plus 20 ans, comme vous le voyez, mais grâce à ce témoignage que j'ai fait auprès de ces 3 élèves qui ont été tellement attentives, vraiment, elles sont très touchantes et je pense qu'elles pourront plus tard, lorsqu'elles seront elles-mêmes adultes, témoigner et dire que de toute façon, tout ce qui s'est passé pendant la guerre, ce sont des choses qui ont réellement existé. Moi j'ai beaucoup aimé parce que elle nous a raconté sa vie et du coup on a pu vraiment comprendre ce qu'elle a vécu et elle nous a expliqué avec les sentiments qu'elle avait eus sur le moment. Moi je pense que ce projet était vraiment très important parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour les générations futures, mais aussi pour les témoins qui ont besoin de transmettre en quelque sorte, justement aux générations futures, qui vont à leur tour transmettre. Elles m'ont apporté beaucoup de plaisir. Merci. J'ai trouvé ça vraiment incroyable de pouvoir écouter l'histoire d'un témoin directement et pas d'un livre. Et je suis très contente que ce soit Nadia parce qu'elle a été vraiment très très gentille avec nous et c'est normal. Et ça m'a beaucoup touchée et ça a été vraiment une expérience incroyable. Voilà. Pour moi, c'était assez dur de raconter mes souvenirs, mais comme je suis poète, c'était mes poèmes qui étaient pour moi comme les bouées de sauvetage. Donc c'est dans mes textes que j'exprime la souffrance de la Shoah. Esther, elle était très jeune quand c'est arrivé. Et du coup, elle a oublié et elle se souvient plus. Du coup, elle a réussi à transmettre toutes ses émotions par les poèmes. Et on revient un petit peu ce qu'elle a vécu. C'est très émotionnel. Je pense qu'elles n'ont pas eu l'habitude de rencontrer, je ne vais pas dire une survivante, mais une ancienne déportée et d'avoir travaillé sur ce parcours qui est un peu, comment dirais-je, exceptionnel pour vous parce que vis-à-vis de moi, vous pourriez être mes arrière-petites-filles. Je trouve cette expérience très intéressante parce que j'ai souvent parlé dans des classes, mais à 30, 40, 60 élèves. J'ai jamais eu une conversation comme ça avec 3 élèves et ça m'a paru très très intéressant. Et j'ai découvert que Esther était une personne qui méritait plus que tout autre de vivre et d'être heureuse. Et je suis vraiment sincèrement reconnaissante parce que c'est la première fois que je rencontrais un témoin de la Shoah et c'était vraiment super intéressant.